Madame Shraibi. Je vais commencer par Monsieur le secrétaire d'État en charge de l'investissement, Monsieur Othmane Ferdows, qui est déjà à ses troisièmes assises en l'espace de 1 mois. Donc je salue le courage et l'exposition à ce genre d'exercice qui n'est pas toujours facile. Alors première question, on l'a vu tout à l'heure au niveau du panel de compétitivité, on a beaucoup parlé, et ce matin aussi, on a beaucoup parlé d'investissement. Au Maroc, investit beaucoup, on est à un taux d'investissement qui avoisine les 30%, mais on ne voit pas les retombées au niveau de l'emploi et au niveau économique. Donc la nouvelle charte d'investissement dont vous pilotez la conception, et à ce que je sache, est une phase avancée de finalisation. Et je pense qu'elle devrait apporter une forte impulsion à la dynamique d'investissement, notamment au niveau des secteurs productifs, qui vont cette fois-ci être créateurs d'emplois pérennes et stables. Alors la première question, c'est quelle place occupent les incitations au niveau de cette nouvelle charte d'investissement? Merci beaucoup. Je voudrais commencer par dire que je viens à ce panel avec beaucoup d'humilité. Et je voudrais rendre hommage au professionnalisme des équipes du ministère des Finances parce qu'on a vraiment travaillé avec eux en très étroite collaboration. Et je peux vous dire qu'on est arrivé à la version 45 de la charte d'investissement. Donc c'est des centaines de pages de matrices avec des observations, des contre-observations, etc. Donc c'était assez extraordinaire. Le deuxième hommage que je voudrais rendre, c'est le chiffre qu'on a vu tout à l'heure des 66% des recommandations qui viennent des citoyens. Et là, je veux saluer l'exercice participatif parce que enfin les gens se mêlent de ce qui les regarde. Donc, voilà. Alors pour répondre à la question, c'est une matière délicate, la fiscalité, et nous avons convenu avec le ministère des Finances de certains principes, 4 principes pour être précis, qui ont tenu le rôle d'hygiène ou de protocole de confiance dans le travail sur cette charte de l'investissement. C'était très important de le comprendre. Le premier point, c'est qu'on accorde la priorité aux soutiens qui sont budgétaires ou aux autres types de soutiens non fiscaux, type accompagnement, simplification, etc., au détriment des leviers fiscaux. C'est une question d'hygiène, on l'a dit. C'est aussi une question de faire en sorte que tout ce qui sera fiscal sera strictement nécessaire et que ça relèvera du tronc commun, c'est-à-dire pas d'incitation fiscale sectorielle. Donc tout ce qui est tronc commun fiscal, et quand on arrive au sectoriel, des incitations budgétaires type aide directe, chèque, subvention, etc. Ça, c'est le premier principe. Pour répondre encore plus directement à la question, la charte fait à peu près 12 000 mots, la version 45 en tout cas, une centaine d'articles. Sur 100 articles, il y en a 16 qui ont un rapport direct ou indirect avec la fiscalité. Et sur les 16, il y en a seulement 6 qui mentionnent des exonérations fiscales. Donc le deuxième point, c'est la question de la limitation du délai de bénéfice de ces incitations et surtout de la limitation du nombre de bénéficiaires de ces incitations. Donc on est arrivé avec un concept de labellisation d'un certain nombre de populations. Je donne un exemple juste pour qu'on comprenne bien. La labellisation a été pensée comme un programme d'accélération qui est limité à 5 ans et qui est non renouvelable. Donc l'idée, c'est que plutôt que d'avoir une définition fiscale rigide, je donne un exemple, la définition de la start-up dans la loi de finances 2018. Une start-up aujourd'hui, c'est reconnu comme une entreprise de moins de 5 ans, qui fait moins de 5 millions de dirhams de chiffre d'affaires et qui réalise 25 ou 30% de ses charges en recherche et développement. La difficulté de ces définitions rigides, c'est qu'à la fin, on n'arrive pas à mesurer ces critères. C'est très difficile de déterminer la part des charges qui vont en R&D. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une charge de R&D à la base ? Donc, face à cette difficulté d'avoir une définition rigide, on arrive avec ce concept de labellisation qui est limité dans le temps et en disant que les administrations spécialisées qui seront en charge de distribuer ces labels auront à leur disposition chaque année un nombre de labels limité et déterminé à l'avance. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur la limitation des délais et du nombre de bénéficiaires. Le troisième point, c'est le cadre normatif. Ça, c'est très important qu'en échange d'une incitation fiscale, vous ayez un certain nombre d'engagements et un cadre normatif qui définit les engagements des deux parties. Je donne un exemple. Ça a été annoncé en 2016. Une des mesures de la charte, c'est de créer au moins une zone d'accélération régionale par région. Mais avant de créer cette zone,
il faut que la région ait adopté une feuille de route d'attractivité régionale en collaboration avec le Centre régional d'investissement, avec l'université de la région et également avec le département de l'aménagement du territoire. Donc ça, l'idée, c'est qu'on n'arrive pas simplement en arrivant avec un nouveau dispositif, mais on demande à ce qu'il y ait un cadre et un travail préalable et surtout inclusif avec toutes les personnes de la région qui soit fait préalablement. Le deuxième exemple, c'est par exemple, il y a un dispositif dans la charte qui est destiné à faciliter, encourager la transmission des PME. Vous savez qu'on a un problème de transmission des PME, de population de repreneurs, des conditions, etc. Et donc, ce dispositif d'incitation pour la transmission des PME, il est conditionné au fait qu'il y ait un système de rating et d'amélioration de la gouvernance. Donc, par exemple, on propose que ce rating soit réalisé par les commissaires aux comptes ou les experts comptables et qu'on puisse mesurer l'amélioration de la gouvernance au sein de cette PME à l'occasion de cette transmission. Donc c'est le type de cadre normatif qu'on a essayé d'introduire. Évidemment, j'ai mentionné les labels, label d'agrégateur d'auto-entrepreneurs, label de start-up innovante, label de start-up à impact social, label de PME à haut potentiel, qui a le potentiel de devenir une entreprise de taille intermédiaire. Et donc tous ces labels, à chaque fois, il y a une convention qui est signée avec le bénéficiaire pour déterminer les engagements de ce bénéficiaire vis-à-vis de l'État. Le quatrième et dernier point, c'est les mécanismes d'évaluation. Alors ça, c'est très important parce que habituellement, la charte de 95, par exemple, avait une durée de 10 ans. Là, cette fois-ci, on a proposé une durée de 15 ans en disant que tous les 2 ans, il y a une évaluation qui est faite à l'aide d'experts indépendants. Et cette évaluation tous les 2 ans aboutit au bout de 5 ans, donc 3 fois 5 ans, 3 quinquennats. Au bout de 5 ans, à chaque fois, le gouvernement revient devant le législateur pour proposer des améliorations de la charte. Et donc ce mécanisme est vraiment très important parce qu'il comprend une partie gouvernance et il comprend une partie procédure de modification, d'abrogation des incitations fiscales. Et donc c'est un peu l'agilité qu'on a essayé de respecter dans cette hygiène de travail avec le ministère des Finances. Merci, c'est Ferdows. Alors vous avez cité le concept des startups et je sais que pour la première fois, ça a été dit au niveau du panel précédent, pour la première fois au Maroc, il y a des assises sur les startups qui ont eu lieu. Je suis un peu comme vous, accro au digital, donc j'ai beaucoup suivi le débat et je sais qu'il y avait des propositions qui ont été faites et qui vont être probablement faire l'objet d'un chapitre dédié au niveau de la charte d'investissement. Alors la question qui est posée, est-ce qu'à l'instar de ce qui est observé au niveau international, et ça a été dit par les experts internationaux ce matin et puis lors de keynote speech de cet après-midi, est-ce qu'il ne serait-il pas plus judicieux de consacrer la fiscalité dérogatoire aux seules activités qui promeuvent l'innovation? Alors c'est une question très importante et j'ai envie de répondre oui et non. Les incitations fiscales sont utiles, par exemple, quand il s'agit d'encourager des grandes entreprises à innover, à travailler avec des plus petits acteurs. Je donne un exemple. Dans la charte, il y a un article qui demande la création d'une fiscalité de groupe. Vous savez que c'est une étape très importante et la fiscalité de groupe permettra aux filiales du groupe qui s'occupent de R&D de reporter leur déficit sur le groupe. Et donc ça, c'est un incitatif très important pour les grands groupes pour aller vers, Inch'Allah, un crédit d'impôt recherche qui est probablement une bonne idée, mais vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas de fiscalité de groupe et un certain nombre de préalables. Le deuxième exemple dans la charte, c'est les programmes d'innovation ouverte, Open Innovation. Il s'agit d'encourager les grands groupes à partager leur innovation avec les startups, les petites entreprises, les petits entrepreneurs, et à l'issue de ce partage, d'avoir par exemple une déduction ou un report de déficit qui est possible. Le troisième exemple, c'est la déductibilité des dons de mécénat. Les dons de mécénat des grandes entreprises en direction des structures d'accompagnement comme les structures d'incubateurs et d'accélération. Et là encore, c'est un avantage qui est une provision pour investissement qui permet justement de mobiliser ces grands groupes. Alors, en dehors de cette question des grands groupes, je pense que le levier fiscal n'est pas le plus indiqué toujours. Pourquoi ? Parce que parfois, le levier budgétaire vous permet des avantages. Je vous donne un exemple. Quand vous avez un levier budgétaire, ça vous permet d'avoir un plafond maximal de l'impact de cette mesure-là. Alors que dans d'autres situations, vous vous retrouvez avec un trou dans le filet de pêche qui grossit, qui laisse passer des poissons que vous n'aurez pas voulu avoir. Donc c'est un peu compliqué. Le deuxième élément, c'est que ce n'est pas toujours évident d'encourager l'innovation à travers la fiscalité, parce que les informations dont vous avez besoin pour sélectionner les bénéficiaires de cette incitation ne sont pas toujours contenues dans la déclaration fiscale.
Et donc parfois, vous avez besoin d'avoir d'autres informations qui ne sont pas dans la déclaration fiscale, qui sont de l'ordre du business plan, qui sont de l'ordre du programme de recherche et de développement, qui sont de l'ordre des plans de trésorerie, etc. Et ça, il n'y a qu'une administration spécialisée qui peut avoir cette interaction avec le secteur privé et l'entrepreneur pour essayer de comprendre quelles sont ses intentions, est-ce que les intérêts sont alignés avec ceux des pouvoirs publics, et à ce moment-là, de donner un chèque, une subvention, une aide directe, etc. Donc voilà, il y a un certain nombre de raisons qui font que, objectivement, le levier budgétaire est plus indiqué, sauf pour certaines populations.